D'abord, je vous remercie de cet accueil. Mais donc, j'ai essayé toute ma carrière de devenir un peu bon en robot, ça appelait pas beaucoup. J'ai fait de la recherche en ligne, ça appelait pas beaucoup. Et donc, je remets mes baskets et je vais vous parler de ce que je connais finalement mieux, c'est le sport. Alors, l'idée de tout ça, en fait, ça fait très longtemps que je réfléchis à comment se préparer intellectuellement, physiquement à la chirurgie. Et d'ailleurs, bien avant l'intérêt actuel qu'il y a pour ça, puisque le prochain rapport du Congrès va concerner ça, notre santé mentale. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à soi? Il y a plusieurs objets. Limiter notre stress. Donc notre stress, c'est notre humeur. Et quand on est de bonne humeur, on vit plus vieux, en principe. Limiter ces fameux troubles musculo-squelettiques. Encore une fois, ce mot-là, à l'époque, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, dans la dernière urgence, tout le monde parle des TMS. Quand on est bien dans sa tête, dans son corps, on est plus efficace. Et donc on est plus disponible à ce qu'on fait, aux familles, aux équipes. Probablement aussi à la maison, puisqu'on parle de la charge mentale de la maison qu'on ramène au boulot, mais c'est vrai dans l'autre sens. C'est aussi l'idée d'améliorer l'estime qu'on a de soi. Quand on a une bonne estime de soi, on prend mieux soin des autres. Et puis donc c'est l'espérance de vie sans pépin. Alors là, c'est des petits chiffres rapides, mais sur les espérances de vie, le taux de burn-out, le taux de dépression, maintenant c'est tellement connu qu'on n'en parle même plus. Ça, parce que comme je savais qu'il y avait des jeunes, taux de suicide chez les internes, c'est ce qui a été extrait du syndicat des internes, avec la loi Garot sur les évolutions. Et donc on apprend que les internes se suicident 3 fois plus que la population générale. Et les filles surtout, c'est quand même pas rien ça. Du harcèlement, de la surcharge de travail, etc., etc. Quand je voulais faire des recherches de données sociologiques pour savoir si on était plus soumis, alors les troubles de l'humeur oui, mais au divorce, aux difficultés avec les enfants, en fait on trouve aucune donnée dans quoi que ce soit. On ne peut pas savoir comment on se comporte dans la vie. Sur Doctolib, il y a plein d'infographies sur notre santé médicale. On voit bien que les soignants, mais les médecins comme le personnel paramédical, on est tous, le plus souvent en souffrance. 40% des médecins spécialisés qui sortent aujourd'hui, 100% des médecins spécialisés de moins de 40 ans affirment qu'ils ne finiront pas leur carrière dans leur métier. Les infirmières, l'espérance de vie d'une infirmière, l'espérance professionnelle d'une infirmière, c'est 3 ans. Ils ont 3 ans de formation. Professionnels, c'est ce que je dis, j'ai bien précisé, les professionnels. C'est juste dire que si on était tous très bien dans notre travail comme on l'a été avant, on se poserait même pas ces questions. De notre époque, on se posait pas cette question. Aujourd'hui, on se pose ces questions. Alors là, je la mets parce que elle me fait rigoler, elle est pas très heureuse. Mais c'est pour tout ça, c'est aussi pour éviter le burn-out médical. Je l'aime bien celle-là. Parce que ce petit médecin, il fait tout ce qu'il peut. Ce patient, il est quand même tout gentil. et peut-être que ça nous est tout ça arrivé. Donc, on a un métier, on a un métier exigeant. Exigeant, concentration, contrôle de soi, vigilance, etc. Un peu comme des sportifs, mais ça c'est complètement désuet, puisqu'aujourd'hui ça n'existe plus le ski de descente. On nous compare, il y a plus de neige, 80% des épreuves annulées l'an dernier. Au passage, on fera un topo sur les Jeux Olympiques, il faut militer contre, les Jeux Olympiques d'hiver. On nous compare souvent aux pilotes de l'aviation, il y a pas mal d'analogies avec l'aéronautique. On le sait, la checklist du bloc opératoire, elle vient de l'aéronautique. On nous compare un peu plus rarement aux musiciens, et pourtant je pense que c'est ce qui nous rapproche le plus d'eux, c'est concentration, rigueur, engagement physique, il y a pas mal de sacrifices aussi, beaucoup d'émotions. Donc c'est comparable, sauf que eux ils se préparent et nous, on se prépare pas, parce que toute notre préparation est axée sur la sécurité du patient, ce qui est très bien, mais à aucun moment donné on s'est dit, et nous, qu'est-ce qu'on fait de nous? Alors c'est une réflexion, qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans nos journées et on est échauffé que par les contrariétés du matin? Alors il y a des pistes, c'est que le médecin, il s'estime qu'il est au-dessus de souffrance, maladie, alors qu'en fait on le sait au quotidien, on ne soigne que des gens qui ont nos âges, en tout cas pour nous, donc on est soumis à ça. On a un sentiment d'invulnérabilité. Donc il y a Eric Gallam qui avait fait une petite étude et qui dit ça vient peut-être de notre formation. Le bon médecin, c'est celui qui ne se trompe pas, donc qui ne s'est jamais trompé. Il n'hésite pas, on n'a pas hésité, on ne se dispute pas avec les collègues, pas les patients, on ne se fatigue pas, même quand on fait, pour les internes en particulier, les gardes, etc., les visites. Et surtout, on n'est pas sujet aux émotions.
Alors c'est rigolo parce que déjà en 1881, j'ai relu il n'y a pas très longtemps, Docteur Pascal, en fait il dit la même chose. Ce gars-là, c'est un super bon médecin de campagne, il fait un infarctus, il ne s'en rend pas compte. Il n'est pas capable de s'analyser sur sa propre situation. L'invulnérabilité, ça va avec la vulnérabilité qui est difficile à dire. On ne peut pas dire qu'on est vulnérable. Et cette petite phrase, ça va peut-être vous parler. Hein. Un de nos collègues qui fait... Alors, c'est peut-être aussi un problème générationnel, donc je me méfie avec les plus jeunes. Mais de notre époque, quelqu'un qui se donne un infarct, on disait, bah oui, sacré médecin. Hein. Il bossait beaucoup et il est mort au travail. Et si on fait un burn-out, ou si on est en souffrance, en détresse, ben là c'est l'inverse. C'est qu'on n'est pas assez fort, c'est qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas assez solide, c'est qu'on n'a pas le droit d'hésiter. Et tout ça, ça rend très difficile le fait d'en parler, de dire, et par extension de se préparer à éviter ça. Ça, c'est le grand sujet, les troubles musculo-squelettiques. Donc, sur les métiers en général, le TMS, c'est la première cause d'arrêt maladie. Dans le milieu médical, c'est très difficile d'évaluer les troubles musculo-squelettiques. Or, pour tous ceux qui opèrent souvent, et en plus on est de plus en plus spécialisés, eh ben, on a certainement tous vécu, en tout cas à un certain âge, des douleurs et des souffrances inhérentes à notre pratique. Alors tous ceux qui ont connu les débuts de la cystoscopie, on voit bien ce que c'est que le cou, le bassin, les épaules. Il y a différentes méthodes d'études. Alors au passage, c'est dans le dernier Eurojonction, il y a tout un topo ça s'appelle Madame Tamarel, je crois, sur les TMS, qui est plutôt bien fait. Alors moi j'avais ça avant, sur les TMS chez les chirurgiens-dentistes, c'était une thèse qui montrait que les chirurgiens-dentistes qui font des gestes comme nous, répétitifs, etc., à partir d'un certain âge, ils ont tous des troubles musculo-squelettiques et on montre que ça dégrade la qualité de leur geste et ça raccourcit le temps du geste qu'ils font. Donc en fait, ils font moins bien à la fin. Et c'est la première cause d'arrêt. Corollaire de tout ça, proposition, essayons de nous préparer. Alors, quand je réfléchissais à ça, j'avais défini 3 axes de préparation, notre environnement, notre cerveau et notre corps. L'environnement, c'est les écrans en particulier, alors ça, c'est pas une surprise. Hein. 2004, on pouvait travailler 3 minutes sans être interrompu par un écran. 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, 1 minute 15 secondes. Et puis là, actuellement, c'est 45 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une activité de concentration soutenue, 45 secondes, et là, on est perturbé par quelque chose, par un écran. Donc ceux qui font de la robotique, avec l'écran posé, enfin le téléphone posé sur la console, c'est troublant d'être dérangé par ça. La disponibilité psychique, ça c'est la pleine conscience, c'est être concentré à ce qu'on fait. Donc sur le petit côté de gauche, le rond-point, c'est d'où on est. On va rentrer dans une chirurgie par exemple, on est concentré à ce que l'on veut faire. Et puis on va être dérangé par différentes choses, un coup de téléphone, du matériel qui n'existe pas, une urgence, l'appel de votre épouse, etc. Et tout ça, ça nous distrait et ça nous ramène pratiquement à notre point de départ, mais pas tout à fait. Et ce petit décalage, en fait, il est source de tension psychique et qui, dans la journée, il va s'écarter. Et plus ça va, plus on s'écarte de notre objectif de départ. Et ça, c'est épuisant et éprouvant jusqu'à soit nous, on s'use, soit alors on fait de travers. Avec un tout petit peu de travail, on arrive à faire ce qui est à gauche, c'est la pleine conscience. Donc en fait, on part de notre action, je fais telle chirurgie, les distractions elles vont arriver, mais en fait on les intègre et on revient toujours à notre point de départ. Ça paraît très évident, mais en fait c'est pas évident, ça demande un tout petit peu de travail. Ce petit monsieur là à côté, c'est Alex Honnold, c'est le premier qui a fait l'ascension de El Capitan dans le Yosemite, en libre intégral, 1000 mètres. C'est du niveau, c'est du 7C, 8A, passage en 9. Et lui, il est dans le schéma de gauche. Alors en même temps, comme c'est un Asperger, c'est bien plus facile. Est-ce qu'on doit préparer son corps, son esprit? Donc là, les diapos, elles ont changé au cours du temps. À la fin, on va aller rapidement là-dessus. Mais non, c'est un seul et même paquet. Et toute l'histoire, elle montre que c'est un seul et même paquet. Descartes, c'était le premier qui montrait que l'état d'esprit d'un côté et puis la force de l'autre côté, en fait, étaient intimement mêlés. Ce yogiste, là, Biyu Iyengar, lui, il était malade en Inde au début du siècle. Et en fait, il a compris ça, que l'alignement du corps dans l'espace, ça délie toutes les tensions et ça nous repose dans ce qu'on veut faire. Et par extension, c'est la respiration, le pranayama. Michel Serres, que j'aime beaucoup, alors lui, il a commencé comme un sportif intensif en montagne, etc. Et pour lui, c'est le corps qui soutient toute notre concentration, notre attention aux autres et notre cerveau. Et puis, pour qu'on comprenne bien, la colère, qui n'a jamais été en colère? La colère, c'est le corps et l'âme qui se mettent ensemble et qui font qu'on explose. Ça, c'est de la palissade. Hein. Quand on n'est pas bien dans sa tête, parfois on n'est pas bien dans son corps, on crée des tensions.
Et puis à l'inverse, quand on a une tension physique qui nous empêche de faire quelque chose, bah ça rumine et en fait on est mal à l'aise. Donc à la fin, je propose en tout cas qu'on s'intéresse simplement à ça. Donc l'environnement, pour passer vite, moi je pense que c'est le téléphone. Il faut qu'on arrive à gérer notre téléphone. Quand on commence notre journée, une chirurgie en particulier, comment est-ce qu'on gère le téléphone? Et c'est vrai que moi je le coupe et je fais en sorte d'avoir donné mes consignes pour dire, ben voilà, si un appel arrive, il sera traité par un tel, ou on le met en suspens. En fait, il n'y a rien qui fait qu'on soit joignable le temps d'une chirurgie. Toutes les autres distractions, les interruptions de tâches, ça c'est un grand truc de tous les administrateurs, il faut supprimer, enfin, en tout cas réfléchir à comment atténuer ces interruptions de tâches. La préparation mentale, donc là l'idée c'est de pas donner des recettes, c'est des grandes réflexions. Il y a plein de systèmes et en fait on sait tous se concentrer. Si on en est là, c'est qu'on a tous appris à se concentrer. Sauf que ce qui change avec les années qui passent, c'est que cette capacité de concentration, elle évolue parce que notre charge mentale, elle évolue. Il y a de plus en plus de choses à faire. Il y a des enfants, des études, une voiture, un établissement, etc. Et puis on la perd cette capacité de concentration. Donc en fait il faut se souvenir comment on a fait, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à se concentrer et à le travailler. À mon avis, la meilleure des choses, c'est la respiration. On sait tous respirer au quotidien. Mais respirer pour se détendre ou respirer pour se concentrer, ça s'apprend. Il y a d'autres techniques. Alors ça, c'est là où on rentre dans les méthodes. Je les cite parce que c'est intéressant. La relaxation à point de départ mental, il y en a toute une série. Et dernièrement, c'est la technique d'optimisation de potentiel d'Edith Perrault-Pierre, dont vous avez sûrement entendu parler, dans les cellules Uro-Risc. Mais ça, c'est des vraies méthodes, c'est issu de l'armée. C'est intéressant, mais enfin, si on ne s'intéresse pas à ça, on va jamais aller vers il me semble, difficilement vers ça. Puis après, il y a les personnes ressources. C'est là où rentrent les sophrologues, l'hypnose, l'auto-hypnose, le reiki, la naturopathie. Tout ça, c'est juste entendre parler de ça. La respiration, loin de moi de vous apprendre à respirer, mais c'est la cohérence cardiaque. Certains ont peut-être entendu parler de ça. La cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration qui régule l'activité cardiaque. Et quand on fait un travail de 2-3 minutes de cohérence cardiaque, le bénéfice, il va durer au cours de la journée. Un stress généré par un patient qui vous casse bien les pieds en consultation, vous prenez 1 minute de cohérence cardiaque, ça vous apaise considérablement. C'est pas grand-chose à faire, mais ça s'apprend. Et l'idée, c'est pas que je vous apprenne ici. Dans la préparation physique, alors il y a plusieurs choses. Il y a comment on se prépare dans son quotidien. Il y a l'ergonomie. Donc là, l'ergonomie, il y a plein de choses, les exosquelettes. Moi, je pense qu'il faut tout faire simple. C'est comment est-ce qu'on peut se relaxer quand on arrive stressé pour quelque chose et à l'inverse, se dynamiser quand on est complètement apathique ou fatigué. Donc là encore, je vais essayer de passer vite, mais il y a différentes techniques. Se souvenir que selon qu'on fait de l'endoscopie, le rétoroscopie souple, alors je ne sais pas bien comment t'installer, mais moi je suis toujours très très mal installé, on ne prépare pas les mêmes muscles. On prépare son bassin quand on est en chirurgie debout, les cervicales quand on est en chirurgie robotique, où en plus on est tout raptassé sur soi, la résécution, bref. Et tout ça, ça se travaille, ça se prépare avec des systèmes qui sont assez simples. Dans l'armée, on nous compare à l'armée. L'armée, il y a une chose intéressante. Donc j'avais posé la question à un pilote de chasse, comment est-ce qu'il se prépare? Et la première chose qu'il me répond, il me dit, dans l'armée, il y a des consignes. Les consignes, elles sont obligatoires. Il y a une consigne de repos la veille d'une opération militaire, des consignes de temps de travail, des consignes d'hydratation, d'alimentation. On vérifie qu'il fasse pipi, c'est bête, mais dans l'armée, ils font ça. Nous, on n'a aucune recommandation. On n'a aucune consigne, on n'a que des recommandations récentes, c'est les modules là, de l'accréditation et la certification. Voilà, on vous demande de remplir, vous êtes en forme et que vous prenez bien soin de vos patients. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc ces recommandations, elles sont dérogatoires, si bien qu'en fait on déroge tous à ça. Après, là, je vois que vous êtes tous super en forme, donc ça vous intéresse peut-être pas beaucoup. Est-ce qu'on peut se faire accompagner? Alors, probablement que c'est intéressant de se faire accompagner. Dans nos formations, médicales, scientifiques en général, on fait toutes nos études, et puis une fois qu'on est formé, on va se former sur le plan scientifique, mais après, si on veut se former, on se forme, si on ne veut pas se former, on ne se forme pas finalement. Et c'est la dernière fois qu'on s'intéresse à la compétence au métier, mais pas du tout à l'individu qui le pratique. Dans le sport de haut niveau, on fait progresser sa technique, mais aussi soi, sa relation aux autres, et nous on ne fait pas ça. Les musiciens, ils sont tous encadrés, ils sont tous coachés maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'entre une certaine époque, c'est le docteur Ruffion et la professeur Ruffion et la mienne maintenant, enfin et la vôtre,
c'est que maintenant, il y a de l'enseignement. Alors, par exemple, je sais qu'à Strasbourg, ils font de l'enseignement sur la méditation en pleine conscience. Et ça c'est super d'apprendre à faire ça. C'est un temps passé, hein, c'est quand même plus intéressant, à mon avis, que la biochimie mal faite. Il y a même des DU, des DIU. Il y a des formations en ligne avec l'OA de l'accréditation. Et puis après, il y a des méthodes, notamment la méthode TOP. Il y a un livre qui existe pour ça, technique d'optimisation de potentiel. À la fin de tout ça, l'intérêt de réfléchir à ça, de se préparer à ça, et ben en fait, il est venu récemment d'abord de ces notions de certification. Les accréditations puis les certifications demandent maintenant à ce qu'on soit en forme et on montre qu'on est en forme pour s'occuper de nos patients. Donc ça déjà c'est une injonction. Se souvenir que si on n'est pas en forme, on s'occupe mal des gens. On se souvient de la petite photo de notre médecin exaspéré. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Il faut commencer par pas grand-chose, et puis s'intéresser à ça et le faire grandir. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est plutôt l'inverse. Je ne suis pas certain qu'il faille des méthodes. Et la technique TOP, elle est très belle, mais elle me semble vraiment compliquée pour tout le monde. Donc c'est plutôt réfléchir, chacun dans ce qu'on sait faire, et puis passer 5 minutes par jour à essayer de le mettre en pratique. Et qu'on fasse la technique TOP proposée par l'OA, qui est super bien sûr, l'organisme d'accréditation, hein, ou qu'on s'intéresse au yoga ou à n'importe quoi qui nous permette de concentrer, ça me semble intéressant. Et il y a quand même quelques publications sur, alors notamment la santé mentale des médecins, des jeunes et tout ce qui va avec.